Rejoindre pour ce live Citeo sur LinkedIn. Je me présente, je suis Adeline Abel, je travaille au sein de l'équipe communication chez Citeo. Aujourd'hui, l'objet du live, on a intitulé cette session d'échange « Consigne, vrac et réemploi, on attend quoi ?» Et pour en parler avec nous, eh bien, ce n'est pas Sophie Fabre, comme annoncé, qui est avec nous, parce que malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. Mais nous avons avec nous sa proche collaboratrice, Sophie Nguyen, qui est donc responsable réemploi chez Citeo. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, avant de commencer l'échange sur ce thème, un petit mot sur Citeo. Pour ceux qui nous connaissent peu ou mal, Citeo, c'est une entreprise qui est née il y a maintenant près de 30 ans. Elle est née de la volonté des metteurs en marché de produits emballés et de papier graphique. La mission de Citeo, c'est de réduire justement l'impact sur la planète des emballages et des papiers. Et pour cela, nous travaillons avec les collectivités locales et avec les industriels du recyclage pour développer la collecte sélective, le bac de tri et aussi le recyclage. Et en amont de la mise en marché, nous travaillons sur la réduction, sur la prévention, la réduction des emballages, le réemploi, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et nous travaillons bien sûr sur l'éco-conception, la recyclabilité des emballages et des papiers. Et vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez Citeo sur les réseaux sociaux, ce live s'inscrit dans une séquence de communication que nous avons baptisée « Plus on sait, mieux on fait ». Et ben pourquoi? Parce que chez Citeo, nous sommes convaincus, et tu ne diras pas le contraire Sophie, que la connaissance et l'action sont clés pour réussir à développer l'économie circulaire et donc la mission de Citeo. Alors, avec ce live aujourd'hui, on va faire le point sur le développement du réemploi des emballages en France et puis surtout prendre le temps de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser via les commentaires. Alors, Sophie, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes missions au sein de Citeo? Avec plaisir. Alors moi, en tant que responsable développement du réemploi chez Citeo, ma première mission, c'est de comprendre ce système d'emballage qui est très différent de celui qui est historique et couvert par Citeo, à savoir l'usage unique. Donc, comprendre comment ça fonctionne, qui sont les acteurs et aussi, c'est très important, comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles cette solution d'emballage réemployable présente un vrai atout d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue financier, économique. À quel moment est-ce que ce système peut être pérennisé et développé à grande échelle? Et donc, très concrètement, pour arriver à ça, je suis en veille. Donc, je participe à des salons, à des événements. J'échange beaucoup avec des porteurs de projets, des porteurs de l'innovation de l'emballage réemployable. Et puis ensuite, je consulte énormément des études qui ont été réalisées, pas nécessairement qu'en France, aussi beaucoup au niveau européen. Ces études qui permettent d'évaluer les performances environnementales donc des emballages réemployables et de les évaluer, dans le meilleur des cas, en comparaison avec l'usage unique. Donc ça, c'est vraiment tout le travail d'acquisition de l'expertise. Et ensuite, mon rôle est de pouvoir restituer cette expertise en interne, bien sûr, mais surtout auprès de nos clients, les metteurs en marché qui sont amenés à se poser la question du réemploi. Le réemploi, oui, non, si oui, dans quelles circonstances, avec qui, etc. Et donc, je développe des outils pédagogiques plus ou moins détaillés. On va avoir une fiche réflexe qui permet de comprendre ce qu'est le réemploi. On a développé aussi des modules de webinaires en début d'année qu'on va probablement mettre à jour pour restituer les connaissances que l'on a acquises depuis. Et puis, on accompagne également aussi des porteurs de projets, ceux qui portent l'innovation, ceux qui portent le développement du réemploi à travers des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt qui nous permettent de trouver les partenaires avec lesquels continuer à développer le réemploi de manière performante. Encore une fois, comme je le disais, d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue économique. Il faut que cette solution, pour qu'elle puisse se développer, elle soit soutenable dans la durée.
Alors, on aura évidemment l'occasion de parler de ce point tout au long du live. Une première question, et d'ailleurs, ça rejoint un questionnement de Sylvain qui nous dit, ma principale question, c'est est-ce que la notion de consigne existe toujours? Alors, c'est vrai que, et on a appelé ce live consigne, vrac, réemploi, on attend quoi? Mais Sophie, est-ce que tu peux nous éclairer d'abord sur les définitions? Quand on parle de réemploi, quand on parle de consigne, comme l'évoque Sylvain, ou même de vrac, de quoi parle-t-on? Oui, alors je vais vous restituer en tout cas le vocabulaire que nous, on utilise au quotidien chez Citeo. Certaines de ces définitions sont entérinées par des textes réglementaires et d'autres doivent encore être amenées à être précisées, et notamment, encore une fois, au niveau réglementaire avec des textes de référence. Alors, je vais distinguer, je vais faire deux grandes catégories. La première, c'est celle que l'on connaît le plus aujourd'hui dans les linéaires de nos supermarchés. C'est des produits préemballés dans des emballages qui ont été conçus à usage unique pour être valorisés en fin de vie, dans le meilleur des cas, en recyclage et parfois même en recyclage en de nouveaux emballages. Bon, voilà. Donc ça, c'est on va dire, la très, très grande majorité de ce qu'on va trouver en linéaire. Et c'est le métier historique de Citeo. L'autre catégorie, et c'est celle-là dont on va parler aujourd'hui, ce sont toutes les alternatives aux produits préemballés à usage unique, dont l'emballage est à usage unique. Et dans ces alternatives, il va y avoir des emballages réemployables. Et donc là, le produit est toujours préemballé. Vous avez une portion qui est déjà définie et prête à la consommation dans un emballage qui, lui, est à usage multiple. Donc ça, c'est la première différence. On va dire réemployable quand cet usage multiple nécessite l'intervention d'un industriel, en tout cas d'un processus industriel, et plus précisément un processus de lavage. Donc, réemploi, ce sont des emballages que vous trouvez en linéaire et que vous devez rapporter. Ensuite, ces emballages soient nettoyés avant d'être re-remplis et à nouveau mis en linéaire. Ça, c'est le réemploi. Ensuite, une autre alternative à l'usage unique et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment pour toutes les potentiels de réduction de déchets qu'elle présente, c'est le vrac. Alors, le vrac, on ne va pas être sur l'emballage, on va être sur la manière dont le produit vous est proposé. Dans le vrac, il n'est pas préemballé, le produit. On n'a pas choisi la quantité pour vous. C'est vous, consommatrice ou consommateur, qui, en magasin, allez choisir cette quantité. C'est ça la différence. Et le vrac peut être associé à un emballage, un contenant à usage unique. C'est le cas des papiers craft, des sachets en papier craft que vous trouvez en linéaire et qui vous aident à rapporter une noix de cajou ou du riz, enfin peu importe ce que vous achetez. Ou alors, il peut être associé à des emballages réemployables. Et donc, vous ramenez à chaque fois le contenant pour qu'il puisse être nettoyé par un industriel. Un autre cas pour le vrac, ce sont les contenants dont vous avez la responsabilité, vous, en tant que consommateur et consommatrice. Vous venez avec votre propre sachet en tissu, par exemple, ou voilà, un pot en verre que vous avez customisé pour l'occasion, etc. Et en fait, ce contenant-là, il reste chez vous et vous avez, vous, la possibilité de le rapporter à chaque fois que vous consommez. Donc, voilà un peu pour expliquer la différence entre préemballé usage unique d'un côté et puis de l'autre côté, le réemploi et ou le vrac qui permettent de réduire les quantités de déchets produites. Pardon, j'allais juste compléter avec la consigne. Oui. C'est vrai que le mot consigne… Oui, tout à fait, le terme consigne. Il est historiquement utilisé pour, c'est ce que décrivait Sylvain, pour les systèmes où je ramène la bouteille et donc ce que nous, on appelle aujourd'hui le réemploi. En fait, pourquoi est-ce qu'on précise les termes? Puisque, en fait, pour nous, la consigne, et d'ailleurs, il y a un texte de loi qui régit l'utilisation de ce mot-là, la consigne, c'est un levier, c'est un mécanisme financier qui permet d'encourager le retour du contenant. Donc, en fait, consigne, ça va surtout décrire le fait qu'au moment de l'achat, vous avez une petite somme que vous payez, que vous investissez et qui va vous être rendue uniquement si vous rapportez votre contenant. Historiquement, en France, c'était uniquement utilisé pour le réemploi, c'est-à-dire que les contenants étaient lavés et re-remplis.
Mais depuis, et notamment dans d'autres pays européens, ce système de consigne, il peut être aussi appliqué à des contenants à usage unique. Et donc en Allemagne, par exemple, vous pouvez ramener un contenant à usage unique et vous récupérez votre montant de consigne pour qu'il soit recyclé derrière. C'est pour ça on fait attention sur le fait de ne pas utiliser le mot consigne pour désigner réemploi, puisque depuis qu'il y a cette pratique-là, ça peut être un peu confusant. D'accord, parce qu'on peut consigner pour réemploi ou pour recyclage, hein, c'est ce que tu nous dis. Et donc là, nous, aujourd'hui, on parle bien du réemploi avec ou sans consigne. Et pour bien comprendre, voilà. Et on a déjà une question là sur le bilan environnemental. Thomas nous demande à quelle échelle géographique le réemploi est-il pertinent quand on fait donc l'analyse du cycle de vie du procédé? Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier, c'est une des conclusions de l'étude qui a été menée par l'ADEME et dont les conclusions ont été publiées en fin d'année 2018. Donc, je vous conseille la lecture de ce rapport. L'ADEME a analysé 10 dispositifs de réemploi en France. Et une des conclusions de cette analyse, qui portait uniquement sur des dispositifs de bouteilles en verre, donc plutôt dans le secteur de la boisson, c'est que on pouvait globalement dire qu'au-delà d'une distance parcourue par l'emballage vide, donc pré-lavage, entre la consommation et le lavage, au-delà d'une distance de 200-250 km, on pouvait avoir un bilan environnemental global équivalent ou moins bien-disant que l'usage unique. Donc, dit autrement, lorsque vous mettez en place des circuits courts et des boucles locales, donc dans une limite de 250 km, vous avez un bilan très favorable au réemploi lorsque vous comparez une bouteille en verre à usage unique à une bouteille en verre réemployable. Je précise quand même le périmètre de l'étude parce que à partir du moment où vous changez un des facteurs, évidemment, cette distance limite, elle va pouvoir changer aussi. Si votre bouteille réemployable est plus légère, par exemple, vous pouvez parcourir un petit peu plus de kilomètres et inversement. Donc, je précise ça quand même, mais on a cette distance repère. On sait que sur des boucles régionales, on a clairement une performance avérée du réemploi. La deuxième partie de ma question, c'est d'un point de vue opérationnel, tout doit être fait au niveau régional, mais en aucun cas, ça n'empêche le développement du réemploi au niveau national. Puisqu'en fait, on pourrait très bien envisager d'avoir plusieurs boucles régionales qui permettent une performance de la solution et que ce soit réparti et répandu sur l'ensemble du territoire. On a une question de Nadia qui nous parle d'équilibre des filières, hein, de collecte, de tri, de recyclage. Elle demande si est-ce que le réemploi ne vient pas mettre en péril ces filières existantes, donc en se confrontant en tout cas réemploi versus usage unique et donc recyclage. Alors, c'est effectivement une question très intéressante et c'est tout à fait légitime qu'elle soit posée à Citeo, puisque aujourd'hui, nous, on assure la coordination et le financement de toute la filière usage unique, entre guillemets. On sait déjà qu'on va être impliqué sur le contenu, mais aussi financièrement dans la filière réemploi. Alors, j'ai envie de dire à Nadia, oui, c'est sûr qu'il y aura de toute façon un impact et il faudra prendre en compte le développement du réemploi dans l'équilibre économique de la filière recyclage de l'usage unique. De là à dire qu'il y a mise en péril, je pense que c'est pas le cas en fait. Hein. On est sur un développement du réemploi qui reste entre guillemets à la marge, même si chaque année le vrac et le réemploi grandissent en termes de part de marché. On n'est pas sur une mise en péril du dispositif et de l'équilibre économique du dispositif usage unique. Pour moi, tu dirais qu'on est plutôt sur des solutions qui sont complémentaires pour réduire les impacts de l'emballage? De toute façon, il va falloir développer, voilà, les trois solutions ont des marges de progrès. Les trois solutions vont continuer à se développer et probablement
qu'on va avoir encore plus de parts de marché sur le vrac et le réemploi, mais on part du principe que les trois vont cohabiter. Donc, disons que c'est juste un critère de plus à prendre dans l'équation, mais elle ne met pas en péril l'équation. Jonathan nous dit qu'effectivement, dans la vidéo qu'on a diffusée ces derniers jours, notre série sur l'économie circulaire, le tour de la question, on dit qu'effectivement, une bouteille en verre qui est réemployée peut faire jusqu'à 19 rotations. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce chiffre? Pourquoi 19? D'où est-ce que ça vient? Oui, alors je précise que c'est un exemple, hein, il n'y a pas de… Disons qu'en théorie, une bouteille en verre, elle pourrait potentiellement effectuer 50 rotations, hein. Le matériau verre, il est quand même très, très solide. Le chiffre de 19 rotations, ça correspond à un cas de figure qui est donc la brasserie Météor en Alsace. On communique bien volontiers sur ce chiffre repère, même si ça correspond à, encore une fois, un seul cas de figure. Donc, on peut être au-dessus ou en dessous. La raison pour laquelle aujourd'hui la brasserie Météor atteint cette performance-là, c'est qu'en fait, il peut se passer plein de choses entre le moment où la bouteille est mise sur le marché une première fois et la deuxième, la troisième, la 19e. Parmi ces événements, il va y avoir la bouteille est cassée avant d'avoir pu être récupérée. Ça vous est déjà arrivé de faire tomber une bouteille chez vous ou sur le chemin qui vous ramenait depuis le supermarché. Donc voilà, elle peut être cassée. Dans certains cas, elle peut finir dans le mauvais bac. Donc c'est voilà, une étourderie ou un mauvais geste au niveau post-consommation. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi des événements au niveau industriel. Donc, elle peut être abîmée pendant le transport, elle peut être abîmée pendant le process de lavage. Tout ça, en fait, ça fait partie des éléments qui peuvent interrompre, on va dire, la vie de cette bouteille. Puis le dernier point quand même qui est important, c'est que aujourd'hui, on sait qu'il y a on va dire un niveau de tolérance côté des consommateurs sur l'aspect et le niveau d'usure d'une bouteille. Ce niveau de tolérance, il va changer en fonction des individus, évidemment, et aussi en fonction des marchés qui sont visés, en fonction de la gamme du produit et de son positionnement. Par exemple, si on est sur des produits, entre guillemets, de luxe ou qui vraiment veulent afficher une apparence irréprochable, on va en fait diminuer le nombre de rotations. À chaque fois qu'une bouteille est nettoyée et re-remplie, elle passe en fait dans des machines industrielles qui créent un petit peu des anneaux d'usure au niveau de la bouteille. Donc pour toutes ces raisons cumulées, on a aujourd'hui un plafond du nombre de rotations. J'espère que j'ai été claire. La rotation, pour être très clair, hein, c'est le moment où effectivement, c'est à partir du moment où la bouteille va rentrer dans le circuit, c'est-à-dire je la rapporte sur le point de vente, elle va donc être lavée. Voilà, c'est tout ce cycle. Hein. Je ne sais pas si le terme était très clair pour toutes les personnes qui nous écoutent. Oui. Une question de Frédéric et de Cécile pour le secteur de la cosmétique. Elle nous demande le vrac, le secteur de la cosmétique s'est mis au vrac manifestement, mais pas au réemploi. La question c'est est-ce qu'on est sur du réemploi ou sur du vrac? C'est vrai qu'on a vu un certain nombre d'initiatives dans ce secteur de la cosmétique et on en soutient d'ailleurs nous aussi dans le cadre de notre programme d'Open Innovation Circular Challenge à travers la start-up COSI. Donc est-ce que ce secteur d'activité s'est mis au vrac, au réemploi ou aux deux? C'est une très bonne question. Alors, la première réponse, c'est aujourd'hui, je ne connais pas de secteur d'activité alimentaire, non alimentaire, qui présente une contrainte interdisant une des deux pratiques, réemploi ou vrac. Alors, il y a des exceptions. On sait que, par exemple, tout ce qui va être boisson type champagne, en fait, où on a un processus industriel avec une forte pression qui est injectée dans la bouteille, ça réduit, en fait, les possibilités de réemploi. En revanche, sur le secteur de la cosmétique, par exemple, le vrac et le réemploi sont tout à fait envisageables. Clairement, sur la partie vrac, il y a beaucoup de choses sur lesquelles innover. Mais bon, on a vu des innovations, on a vu récemment des fontaines de vrac pour les produits laitiers. On en voit vraiment de plus en plus de nouveaux produits qui sont proposés en vrac. C'est clairement aujourd'hui au stade d'expérimentation.
Mais clairement, les acteurs innovent et tentent des choses. Donc aujourd'hui, hormis des exemples très précis comme je l'ai donné, le champagne côté réemploi, il me semble aussi l'huile d'olive côté vrac, pour moi, il n'y a pas de secteur qui ne peut pas tester des choses en réemploi et en vrac. Et Adeline, tu as répondu hein, sur la cosmétique. Je dirais que l'exemple très emblématique de cette diversité, c'est Cozy, puisque vous pouvez retrouver les produits Cozy qui sont donc des produits cosmétiques qu'on dit pénétrants, à différencier de tout ce qui est gel douche, etc. Vous pouvez les trouver soit en vrac, et c'est le visuel que vous voyez actuellement. Donc, c'est vous qui choisissez la quantité au moment de l'achat, soit directement préemballés dans des flacons qui sont consignés pour réemploi. Donc, dans les deux cas, vous allez devoir ramener le flacon, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait un processus de lavage assez spécifique pour garantir la sécurité de ces emballages. Et dans les deux cas, donc vous allez devoir ramener le flacon, mais vous pouvez l'avoir en préemballé ou en vrac. Donc ça existe pour la cosmétique. On le voit beaucoup plus sur l'alimentaire, mais la cosmétique n'est pas restée sur le bas-côté. Si on revient sur les notions d'analyse de cycle de vie et de bilan environnemental, tu nous as donné quelques références tout à l'heure sur le matériau vert. On a une question d'Aurélie sur les emballages à usage unique en papier carton, dont effectivement les filières de recyclage sont très bien développées, d'ailleurs effectivement comme celle du verre. Et elle nous demande comment est calculée la différence d'impact entre un recyclage effectif d'un emballage papier carton, de la fibre de cellulose qu'il compose, et puis un dispositif de collecte, lavage, réemploi. Est-ce qu'on a des références sur ce matériau? Alors, c'est un cas de figure qui, à ma connaissance, aujourd'hui n'a pas encore été évalué, c'est-à-dire comparer une solution en carton à usage unique à une solution, par exemple, en verre réemployable. Ça pourrait être intéressant pour les acteurs de la restauration qui aujourd'hui ont le choix entre des contenants à usage unique dans différents matériaux, y compris le carton, et doivent se poser la question du réemploi. Donc, je n'ai pas les résultats spécifiques, puisque, encore une fois, je ne crois pas que ce cas de figure ait été comparé. Si c'est le cas et que quelqu'un connaît l'étude, nous sommes preneurs, puisque ce serait très intéressant d'avoir les résultats. Ensuite, concernant la question comment est-ce que en fait, l'impact est calculé, vraiment la solution de référence, c'est analyse de cycle de vie, où on a un certain nombre d'indicateurs environnementaux qui sont évalués. Donc, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, vous avez aussi des indicateurs en lien avec l'eau, aussi bien la nécessité d'avoir de l'eau disponible, mais aussi tout ce qui est polluant dans l'eau et donc dans l'air. Enfin, vous avez toute une gamme de critères environnementaux qui sont analysés, et c'est comme ça qu'on va pouvoir comparer une solution à une autre. Sylvain nous demande qu'en est-il du développement de solutions de réemploi pour la vente à emporter ou la livraison à domicile, voilà, donc dans le secteur de la restauration et générateur d'une importante quantité d'emballages et d'articles à usage unique, nous dit Sylvain. Nous connaissons des initiatives opérationnelles depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, dans certaines régions de France. Je pense à l'Île-de-France, je pense à la métropole toulousaine, je pense également à Bordeaux. Il doit m'en manquer une ou deux encore, d'associations, c'est plutôt des structures associatives qui sont pour la grande majorité membres du réseau Consigne, une association qui regroupe les acteurs du réemploi en France et qui propose une alternative aux emballages à usage unique en travaillant directement avec les restaurateurs locaux. Donc, d'un point de vue opérationnel, les solutions existent. Aujourd'hui, elles sont développées de manière très, très locale. Et donc, on imagine demain pouvoir développer une solution, notamment en s'adressant à des acteurs qui ont des systèmes de distribution sur tout le territoire. Donc ça, aujourd'hui, on ne le voit pas dans la pratique, mais on pense que ça peut être développé.
Et puis aussi en s'adressant également aux plateformes de mise en relation entre le consommateur et le restaurateur. Donc, on parle évidemment des plateformes de livraison à domicile qui sont prescripteurs en fait de toute cette chaîne de valeur et avec lesquelles il faut travailler pour développer cette solution. On a une question d'Arthur qui nous demande quels freins aujourd'hui font que le réemploi peine à se généraliser. Et il donne un exemple, notamment il dit pour les produits liquides. Alors, est-ce que c'est une question effectivement de logistique, hein? Tu nous parlais le réemploi est un processus industriel aussi, donc est-ce que c'est ça un des premiers freins? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a, je pense qu'il y a une liste assez importante de freins. Je vais juste faire l'exercice de vous les restituer de manière, qualitative. Je ne m'aventurerai pas à les hiérarchiser. Vraiment, donc l'ordre que je vais utiliser n'indique pas, les freins du plus important au moins important. Néanmoins, on sait qu'il y a des freins, tout simplement entre guillemets, au niveau de l'accès à la solution opérationnelle. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que la consommation française s'est organisée autour d'un modèle à usage unique. Et donc, s'éloigner de ce modèle-là pour aller vers un modèle en vrac et ou en réemploi, c'est repenser les chaînes de valeur. C'est-à-dire que souvent, on s'imagine que le sujet du réemploi, c'est un sujet emballage. Mais en fait, non, il faut imaginer derrière qu'il doit y avoir des structures pour récupérer tous ces emballages vides. Donc, typiquement sur des zones très denses comme les grandes métropoles, je pense que vous pouvez faire, vous, l'exercice quand vous allez à votre supermarché du coin de la rue, essayez de voir un endroit disponible qui permettrait de récupérer les emballages vides. Aujourd'hui, c'est très compliqué dans les milieux urbains. Donc voilà, mettre en place de quoi récupérer l'emballage, ça, c'est un premier frein. Ensuite, ça implique aussi des flux logistiques avec tous ces emballages vides. Donc c'est plus de camions sur les routes, c'est plus de camions qui font des arrêts aussi, notamment, je reprends l'exemple des milieux urbains denses. C'est pas évident d'imaginer encore plus de circulation et de temps de collecte. Et puis, évidemment, celui qui paraît le plus évident, c'est la partie capacité de lavage. Aujourd'hui, il y a des usines de lavage en France, elles existent, mais elles sont en nombre relativement restreint. Et si demain, le réemploi continue à se développer, il faut pouvoir absorber et traiter tous ces emballages vides pour qu'ils soient lavés et ensuite redistribués. Donc, on a vraiment tous ces freins côté, on va dire, opérationnel. La chaîne de valeur et l'organisation des acteurs économiques doivent évoluer également. Et puis, je tiens quand même aussi à préciser que ça implique des changements de comportement aussi côté consommation. Donc, les individus, c'est pas du tout le même geste et le même rapport à sa consommation. Si demain, l'ensemble de mes emballages doivent être mis de côté pour être ramenés derrière sur le point de collecte. Moi, personnellement, j'habite dans un appartement parisien où le moindre mètre carré a son importance. Ça représente un certain, on va dire, une mobilisation de l'espace avec les emballages vides et surtout une pratique. Il faut ramener systématiquement ces emballages. En fonction des territoires, on sait que l'évolution des pratiques va prendre plus de temps. Donc, c'est probablement pas exhaustif, mais voilà, j'ai voulu vous dépeindre la diversité des raisons qui font que voilà, ça se fait pas sur un claquement de doigts et ça se fait de façon concertée et en anticipant les difficultés à venir. Alors aussi, un des prérequis pour que le réemploi fonctionne, c'est qu'il faut qu'on en parlait avec tout à l'heure avec les bouteilles en verre et le nombre de rotations qui est nécessaire, en tout cas qu'il ne faut pas dépasser pour pas que l'emballage se casse, pour qu'il reste bien adapté au système de réemploi. Et on a des questions sur les étiquettes. On nous demande quelles sont les préconisations d'étiquettes pour que les bouteilles puissent bien être réemployées. Merci pour cette question. Je sais que Citeo est engagé auprès d'un acteur qui avance sur un cahier des charges technique spécifiquement pour les étiquettes qui partent bien au lavage. Donc, sur ce sujet-là, on travaille avec l'association Bout à Bout
pour un cahier des charges qui serait à destination donc de tous les metteurs en marché de bouteilles. Donc, on imagine bien qu'il y aura des déclinaisons en fonction de l'emballage et en fonction de l'outil de lavage. Donc, je n'ai pas la réponse exhaustive, mais on sait d'ores et déjà que les étiquettes adhésives, en fait, ne sont pas adaptées à l'outil de lavage. Alors, très rapidement, en fait, les bouteilles, par exemple, elles sont en fait plongées dans des bains successifs qui permettent de retirer facilement les étiquettes. Mais en fait, ces bains ne sont pas suffisamment efficaces par rapport à la colle qui est aujourd'hui utilisée dans une très grande majorité d'étiquettes auto-adhésives. Un exemple que vous avez probablement déjà tous vécu, c'est la bouteille de vin que vous laissez dans le seau à glaçons. Certaines étiquettes, à la fin du repas, elles se sont décollées toutes seules. Bon, bah, c'est ce genre de technique de collage qui est tout à fait adapté au réemploi. Donc, on a déjà cette première indication. Nous, on essaye d'aller plus loin pour vraiment livrer un cahier des charges complet pour avoir des étiquettes conformes et adaptées au lavage industriel. On a aussi une question de Bruno qui nous demande s'il existe des subventions pour les acteurs qui souhaiteraient bien avancer sur les principes de consigne, de réemploi, notamment des bouteilles. Car, dit-il, les contraintes de ce passage à la consigne ou au réemploi sont non négligeables. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, tu parlais tout à l'heure des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets aussi que mène Citeo, et aussi avec d'autres acteurs et qui peuvent permettre de soutenir des initiatives? Oui, oui, bien sûr, il y a évidemment beaucoup besoin de soutien financier pour la R&D, hein, pour continuer à innover et trouver des solutions plus efficaces sur toute la chaîne de valeur. Et donc là, on est positionné en ce moment même aux côtés de l'ADEME. On a un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours pour les projets de réemploi de contenants en verre. Donc qui a été lancé à l'été 2019 et qui est en cours. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 décembre de cette année. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à l'adresse réemploi@citeo.com. Donc, on connaît déjà ce dispositif qui est vraiment sur la partie, encore une fois, R&D, expérimentation, essayer d'aller plus loin que ce que l'on connaît aujourd'hui des solutions opérationnelles. Ensuite, il y a aussi, et vous avez raison, des besoins de soutien financier à la mise en œuvre de solutions existantes, puisque ça correspond à quand même de l'investissement, soit de la part des metteurs en marché, soit de la part des opérateurs de lavage, par exemple. C'est bien beau de mettre des emballages réemployables sur le marché, mais si j'ai personne pour les laver derrière, c'est compliqué. Et donc là-dessus, on sait que il y a les acteurs régionaux comme en fait, les régions ont pour la plupart publié des plans de réduction des déchets qui intègrent un volet réemploi. Et donc, le mieux, c'est de s'adresser directement au conseil régional de la région concernée. Moi, j'en ai vu beaucoup de projets soutenus dans ce cadre-là depuis 18 mois. Et puis, on sait également, en termes de perspective, que dans le plan de relance qui a été validé au mois de septembre par notre gouvernement, il y a toute une enveloppe qui est prévue pour l'économie circulaire. Et à l'intérieur de cette enveloppe, une enveloppe de 40 millions d'euros spécifiquement pour les emballages réemployables. Donc, je ne sais pas aujourd'hui vous dire quels seront les axes prioritaires, mais l'ADEME, avec qui on travaille régulièrement, sera chargé dans les mois qui viennent de publier des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt pour faire profiter les acteurs économiques de cette perspective de financement. On a plusieurs questions, Sophie, donc peut-être si on peut essayer de ramasser un peu les réponses. Sandrine nous demande d'éclairer la stratégie de Citeo, dit-elle, entre la promotion de l'éco-conception et donc de l'allègement, de la réduction des emballages pour réduire l'impact environnemental et le réemploi qui lui demande, on le disait tout à l'heure, de la robustesse des emballages capables de tenir le choc, en tout cas de tenir un nombre de rotations important. Comment se situe notre stratégie entre ces deux éléments, effectivement, qui peuvent paraître s'opposer?
Alors nous, on fait pas on ne silote pas les solutions. Justement, c'est à ça qu'on travaille justement, hein, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. Donc, si on retient les 3 R, hein, c'est réduction, recyclage et réemploi. Et donc, il faut vraiment aborder les 3 d'un même front, entre guillemets. Donc, en fait, nous, notre stratégie, c'est d'être en mesure d'éclairer les choix qui, quoi qu'il arrive, resteront à la main, entre guillemets, des metteurs en marché. Et donc, ça veut dire comprendre la performance environnementale d'une solution lorsqu'elle est comparée à l'autre. Donc, moi, je n'ai pas de parti pris sur l'allègement pour le recyclage ou au contraire la robustesse pour le réemploi. Par contre, notre objectif, c'est de pouvoir répondre clairement à un metteur en marché qui dit « Ok, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois passer en réemploi et donc augmenter l'épaisseur et la robustesse de mon emballage? Ou est-ce que je dois privilégier l'usage unique en amincissant ?» Et pour répondre à cette question, il faut que l'on continue à suivre de très près le développement du réemploi, parce qu'en fait, ça va dépendre des territoires sur lesquels ce produit est distribué. Est-ce que derrière, il y a un outil de lavage qui est disponible, on va dire de l'adhésion des consommateurs avec le retour des emballages. Donc, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Mais voilà, on ne silote pas. Et pour nous, le réemploi, c'est une des solutions pour réduire l'impact de l'emballage. On revient sur les freins à la généralisation du réemploi. Stéphane évoque, lui, la diversité du nombre de bouteilles sur le marché et donc, dit-il, incompatible avec une standardisation des processus, notamment de lavage et de conditionnement et d'embouteillage. Alors là aussi, est-ce qu'on va avancer sur ce point? Est-ce qu'il constitue un vrai frein et quelles sont les perspectives? Oui, Stéphane a raison qu'aujourd'hui, ça pointe vers une difficulté entre qu'est-ce qui existe aujourd'hui en linéaire et qu'est-ce qui doit être mis en place pour optimiser la performance du réemploi. Alors, le sujet de la standardisation a quand même été en partie adressé via le texte de loi de anti-gaspillage et économie circulaire, hein, la loi AGEC, comme on l'appelle chez nous, donc publié en début d'année 2020. Il y a l'attente, la publication par les éco-organismes en charge des emballages, de publier d'ici la fin de l'année 2021 une gamme standardisée d'emballage pour emballage réemployable, pardon, pour la restauration, le frais et la boisson. Et donc, nous devrions aboutir d'ici la fin de l'année à la publication, ou en tout cas une proposition de cahier des charges pour des emballages standardisés pour ces 3 secteurs d'activité. C'est le cas dans d'autres pays européens. Par exemple, en Allemagne, vous avez un format standardisé pour le réemploi des eaux minérales, un autre pour les bières, etc. Je tiens juste à préciser, parce que souvent c'est la question suivante, le fait qu'il y ait demain une gamme standardisée, selon nous, ne devrait pas empêcher non plus le réemploi d'emballages dits personnalisés ou spécifiques. C'est juste qu'en termes de performance environnementale et probablement de performance financière aussi derrière, vous, metteurs en marché, en fonction de si vous choisissez l'emballage standardisé ou si vous continuez avec votre emballage spécifique, vous n'allez pas avoir accès, entre guillemets, au même service, aux mêmes solutions, puisque vous ne vous intégrez pas dans les mêmes flux d'emballage. On a une question d'Amandine qui nous demande, on a parlé, on a dit qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui se développaient à l'échelle régionale. Elle nous demande si on a quelques exemples à partager, des belles initiatives de réemploi en alimentaire. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être rapidement à chaque fois un ou 2 exemples? Oui, alors bien sûr, on a plusieurs exemples. Pardon, je vais essayer d'être exhaustive, même si on a encore des questions, Sophie, donc si voilà, peut-être juste rapidement quelques initiatives. Alors, rapidement, dans le secteur de la boisson, on en parle beaucoup parce que c'est un système qui est historique. Vous avez des marques de bière en région Alsace, Kronenbourg et Météor, qui fonctionnent avec des bouteilles consignées pour réemploi. Vous avez également des eaux minérales dans cette région-là.
Je pense notamment au groupe Carola. Sur la bière, vous avez sur l'île de la Réunion les brasseries Bourbon qui utilisent des emballages réemployables. Ensuite, vous avez un projet qui vient d'être lancé il y a une quinzaine de jours, même pas, sur la région de Rennes, qui s'appelle Zero Waste, et qui propose des produits dans des bocaux en verre réemployables. Vous avez plusieurs initiatives donc dans la restauration, hein, ça reste de l'alimentaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez Réconci en Île-de-France, vous avez Box City à Bordeaux, vous avez Emboîte le Plat à Toulouse. Je vais vite, donc je suis sûre que j'en oublie. Sur l'alimentaire, vous avez également beaucoup de marques qui testent et qui expérimentent le réemploi depuis plusieurs mois via la plateforme Loop, qui est en association avec l'enseigne Carrefour. Et puis, en termes d'autres vitrines du réemploi et d'expérimentation, vous avez le Monoprix de Montparnasse qui propose un certain nombre de produits, alors à ma connaissance que boissons, de la bière, du soft et de l'eau dans des contenants qui sont réemployables, consignés pour réemploi. Bon, je dois aller vite, je suis sûre que j'en oublie, mais voilà. On a des belles histoires hein, sur citeo.com qu'on raconte de projets qu'on soutient. Effectivement, ils sont de plus en plus nombreux. On revient à des questions un peu plus techniques. Avec Aurélie, qui nous dit pour les emballages alimentaires, comment peut-on garantir l'hygiène et la sécurité des produits dans des emballages réemployables? L'usage unique a été développé, nous dit-elle, pour éviter les risques de contamination croisée. Ces risques sont-ils toujours bien pris en compte dans les projets de réemploi, de réutilisation, de réemploi plus précisément? Bien sûr. Alors la réponse est oui. Une des responsabilités et une des expertises des associations ou des entreprises qui proposent des solutions de réemploi, donc collecte, lavage et redistribution des emballages lavés, c'est de garantir le même niveau de qualité qu'un emballage neuf. Donc, pour nous, en tout cas, il n'y a pas photo. Hein. Il y a évidemment aujourd'hui un peu de marge de progrès en France pour uniformiser toutes ces pratiques de lavage et que, en gros, vous ayez la même garantie que vous fassiez laver votre bouteille dans la région de Rennes ou dans la région de Strasbourg. Donc, ça c'est un des chantiers sur lesquels il faut avancer en France. Mais oui, il n'y a pas photo. L'emballage lavé doit présenter les mêmes garanties que l'emballage neuf. Ensuite, on parle bien de réemploi. Si demain, on fait référence au contenant que moi, consommateur, je ramène sur mon lieu de vente pour le remplir moi-même, là, il faut savoir qu'il y a quand même, ça commence à être aussi cadré. Les grandes surfaces qui acceptent cette pratique-là ont la responsabilité de vérifier que le contenant apporté par le consommateur n'est pas trop sale. Donc, progressivement, on met en place les garde-fous pour que réemploi ne soit pas synonyme de dégradation des exigences sanitaires et sécurité de l'emballage. Sophie, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on a des éléments concrets, des études qui montrent un intérêt fort, croissant des consommateurs français sur ces dispositifs de réemploi? Alors, il y a effectivement quelques chiffres qui ont été publiés. Je pense que je ne vais pas du tout être exhaustive et à mon avis, il y a des choses plus récentes qui ont été partagées, mais on sait que l'Institut Nielsen avait mené une étude européenne sur les emballages et le développement durable, mais ça date d'octobre 2018, où on avait vraiment des chiffres très, très encourageants. Hein. Quasiment 80% des personnes interrogées se disaient favorables à acheter des emballages durables. Donc voilà, durable, ça peut vouloir dire aussi recyclable ou aminci. Mais en ce qui concerne les emballages consignés pour réemploi, on avait plus de 60% qui étaient favorables. Une autre illustration de cette évolution, c'est que si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires des produits vendus aujourd'hui en vrac, on est sur vraiment une augmentation exponentielle. On était à
100 millions en 2013 et 6 ans plus tard, en 2019, donc là, c'est Le Monde qui avait fait ce travail de consolider tous les chiffres. Donc 100 millions en 2013, plus de 1 milliard en 2019. Donc c'est vraiment une augmentation qui, pour moi, dénote d'une volonté qui se traduit dans les actes des consommateurs de modifier leur consommation. Et avec un intérêt aussi croissant de la grande distribution pour ces solutions, hein, ça va avec la réponse aux attentes. On sent aussi ces mouvements-là de la grande distribution, mais aussi d'enseignes avec un intérêt particulier pour ces solutions. Oui, tout à fait. C'est bien simple, hein. Moi, je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait que du vrac chez les enseignes bio et spécialisées. Et puis aujourd'hui, quasiment toutes les grandes enseignes entre guillemets de GMS ont un minima, un corner vrac. Et le fait que des acteurs comme Carrefour, Monoprix lancent je sais que Cora travaille aussi beaucoup sur le vrac. Carrefour et Monoprix sur le réemploi, comme je le disais tout à l'heure, ça dénote la volonté de la grande distribution de s'adapter, voire d'anticiper cette évolution de la consommation. On pourrait dire un mot du projet Pandobac, parce que là, on a beaucoup parlé effectivement de circuits, je dirais, B2C, grand public. Cette start-up qu'on soutient dans le cadre du Circular Challenge et de ces projets de développement est implantée plutôt sur la partie B2B, en restauration, a fait parler d'elle aussi récemment. C'est très implanté sur Rungis. Est-ce que tu peux nous dire nous en parler et nous dire dans quelle mesure elle répond là aussi à un besoin et où elle vient s'implanter sur un secteur porteur sur la question du réemploi. Oui, je trouve que Pandobac, c'est vraiment l'histoire d'une solution qui est arrivée au bon moment et qui s'adressait à la bonne cible. Et donc l'idée, c'est de répondre à un enjeu, alors évidemment environnemental, puisque c'est réduire les quantités de déchets en proposant des bacs en plastique réemployables pour toutes les livraisons qui ont lieu auprès des restaurateurs. Alors pour l'instant, c'est surtout en Île-de-France, mais le développement dans d'autres villes est prévu, entre donc les restaurateurs et les marchés de Rungis. Donc, Pandobac s'intègre vraiment sur une chaîne logistique déjà existante, en proposant aux fournisseurs de Rungis de livrer les restaurateurs parisiens, les restaurateurs et les hôtels parisiens dans ces bacs réemployables, plutôt que d'avoir des cagettes, des cartons, des bacs en polystyrène, etc. Donc, c'est vraiment optimisé. On a cette réduction de déchets et en plus, ça répond à un enjeu de place des restaurateurs parisiens qui avaient littéralement les poubelles qui débordaient, ne savaient toujours jamais où mettre, où entreposer toutes ces cagettes, tous ces bacs de polystyrène. Et du coup, maintenant, doivent juste gérer des bacs qui sont empilables les uns dans les autres. Donc, vous avez un encombrement au sol qui est vraiment réduit. Et encore une fois, c'est vraiment une solution qui s'intègre dans une chaîne de valeur déjà en place et qui va faciliter en termes de pratique, que ce soit pour le fournisseur à Rungis ou pour le restaurateur. Ça ne modifie quasiment pas les pratiques. Il y a juste à scanner un code barre plutôt que de jeter l'emballage dans la poubelle. Et donc, c'est vraiment c'est très prometteur en termes de déploiement sur d'autres zones, parce qu'aujourd'hui, la solution, elle est très bien ficelée et elle est en développement sur la région parisienne. On a une question de Vanessa sur la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, Vanessa nous dit que la loi prévoit des objectifs chiffrés de réemploi des emballages mis sur le marché, donc 5% d'emballages réemployés d'ici 2023 et de mémoire 10% d'ici 2027. Vanessa demande, considérez-vous que la mise en place de tels objectifs chiffrés est une mesure qui est efficace pour promouvoir le réemploi, hein. Les projets sont déjà là, enfin, en tout cas la dynamique est déjà lancée. Hein, c'est pas la loi qui a tout déclenché, mais en tout cas peut-elle, avec ces objectifs, peut-elle accélérer le développement de ce type de projet? Alors, je vais
je vais tenter une réponse. Je pense que vous avez raison, Vanessa, de dire que la dynamique était déjà là. Je ne vais pas revenir sur la formulation des objectifs parce que je pense qu'on aurait toujours des choses à redire. Est-ce qu'il fallait mettre ça en part d'emballage mis sur le marché ou plutôt en termes de, je sais pas moi, de projets lancés. Enfin, bon, on aurait pu tout à fait épiloguer longtemps sur la formulation des objectifs. Il faut quand même pas négliger l'impact que ça va avoir sur l'intérêt que les acteurs économiques vont porter sur un sujet lorsque vous avez un levier réglementaire. Donc, je pense que ça n'a pas changé la donne. Les consommateurs nous donnaient déjà les signes d'une consommation qui devait évoluer, et notamment parce que voilà, leur rapport à leur impact et aux déchets qu'ils produisent est de plus en plus important et difficile. Mais par contre, ça facilite l'écoute et la discussion qui est engagée entre les acteurs économiques. Je parle des producteurs qui mettent les produits sur le marché, mais aussi ceux qui vont développer les solutions. Donc, ça accélère, ou en tout cas, ça facilite le sujet et les discussions autour de ce sujet. Est-ce que ça va permettre, tu penses, de fédérer peut-être un peu mieux ou d'une façon intéressante les acteurs autour de ces projets? Donc, le levier réglementaire et ses objectifs sont là, mais va leur permettre peut-être de s'organiser ou de se structurer pour faire progresser cette pratique. On parle d'un observatoire aussi, je crois, du réemploi qui sera là pour donner des études, des éléments de compréhension et de mise en œuvre. Oui, complètement. Mais je vais continuer sur ma lancée. Hein. Une fois qu'on a créé le moment où les conditions dans lesquelles la discussion sur le sujet est facile et engagée beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus largement, forcément, ça fait émerger des acteurs qui ont des intérêts communs, des acteurs qui veulent être leaders et être les premiers sur un sujet, et au contraire, ceux qui préfèrent se mutualiser et se regrouper pour pouvoir y aller. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur de quoi demain sera fait, mais c'est sûr que ça facilite les potentiels de mutualisation, de regroupement. Nous, en tout cas, on est persuadés que mutualiser les ressources, mutualiser les besoins, évidemment, ça concourt à un équilibre économique et environnemental bien plus optimisé, y compris sur le réemploi. On prend une dernière question, Sophie. On nous demande, Caroline nous demande, pardon, si on peut, s'il est envisageable, c'est un appui politique au réemploi qui passerait par une incitation fiscale, une fiscalisation avantageuse pour les metteurs en marché qui s'engageraient dans la voie du réemploi. Et bien, si c'est envisageable, voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Citeo a aussi un dispositif d'incitation financière via l'éco-modulation pour un certain nombre d'actions positives pour promouvoir le réemploi. Alors, c'est un peu tôt pour répondre de notre point de vue à nous de l'éco-contribution si ce levier pourrait être activé, mais plus généralement sur les politiques fiscales incitatives, qu'en dis-tu? C'est compliqué de répondre au nom des pouvoirs publics, parce que je n'ai pas de boule de cristal ni de canal secret avec les personnes qui pourraient décider de ça. Je peux juste vous partager mon retour d'expérience sur on va dire des dynamiques qui ont déjà été mises en œuvre de la part d'acteurs économiques pour privilégier une TVA réduite sur les produits responsables. Donc là, je m'écarte un tout petit peu du sujet emballage. Je sais que ça revient assez régulièrement sur le tapis. Et à ma connaissance, en France, en tout cas, ça n'a jamais abouti à une réponse favorable. De ce que je comprends, les mécanismes derrière le calcul des taxes, de la TVA, etc., sont d'une complexité certaine. Et voilà, jusqu'à présent, ça n'a pas eu l'effet
d'avoir un signal fort pour privilégier la production locale, la production durable ou, puisque c'est le sujet du jour, le réemploi. Donc, je ne sais pas vraiment dire si ça va se faire ou pas, mais mon retour d'expérience, c'est que jusqu'à présent, ce type de discussion n'a jamais abouti favorablement. À l'abri d'une surprise. Tout à fait, affaire à suivre. Eh bien, on va conclure. Merci beaucoup, Sophie, pour ta présence, pour tes réponses, tes éclairages. Merci à tous. On a vraiment essayé de prendre, comme d'habitude, le plus de questions possibles. Continuez à nous les poser via LinkedIn, n'hésitez pas. Et à nous suivre aussi. On parle très souvent de réduction de l'impact environnemental des emballages et de réemploi. La semaine prochaine, sur LinkedIn et aussi sur Twitter, nous parlerons recyclage, toujours dans le cadre de cette campagne Plus on sait, mieux on fait, avec un live LinkedIn avec Sophie Genier, directrice service recyclage de Citeo. Prenez date, ce sera le lundi 9 novembre. On parlera recyclage, filière de recyclage et centre de tri. Voilà, merci à tous, très bonne journée et à bientôt.